Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'Antwerp avec, statistiquement en tout cas, le meilleur gardien de la Pro League, Jean Butté. Salut Jean. Bonjour. Bonjour ça va à vous deux. Ouais, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Salut Jérémy. Salut Séverine, on est bien encore une fois, avec le sourire de Jean Butté. On est toujours ça va être un bel épisode. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est surtout, comme je disais, statistiquement le meilleur gardien de la Pro League. Peut-être dans les faits, vous êtes d'accord avec ça aussi? J'ai vu quelques stats passer. En termes de clean sheet, c'est sûr que je suis au-dessus des autres, on va dire. Après, c'est en termes de statistiques d'arrêt, de pourcentage, etc. Je sais pas trop où je me situe, mais ça, on va dire que c'est secondaire et c'est ce qui se passe sur le terrain qui est le plus important. Ça, vous êtes à 16 clean sheets en 29 matchs. D'une manière vraiment personnelle, à titre personnel, comment vous analysez vos derniers mois ici à l'Antwerp? Je pense qu'il y a eu déjà une évolution collective importante de part de l'arrivée de certains joueurs expérimentés qui apportent de la qualité, une expérience de grands championnats, ce qui fait que l'équipe est devenue beaucoup plus solide à la fois défensivement mais aussi avec une manière de jouer un peu plus, je dirais, à la hollandaise, parfois par un staff très hollandais, avec des joueurs aussi qui sont pour la plupart hollandais aussi dans l'équipe. Donc, je pense que des deux côtés, on a bien progressé, ce qui fait que à la fois défensivement, offensivement, on est solide dans les deux surfaces. Donc, ce qui a changé, je pense que c'est tout ça. Après, personnellement, c'est de se retrouver avec des joueurs encore plus forts dans son équipe, c'est quand même un gage de sérénité, et puis on se sent plus fort à la fois individuellement en équipe, donc je me sens de plus en plus fort, de plus en plus serein, avec le brassard de capitaine de temps en temps aussi, donc c'est des responsabilités qui me plaisent, et voilà, c'est ce qu'il me faut pour être de plus en plus performant. Hein. C'est vrai qu'on en parlait au niveau des statistiques. Vous les analysez quand même, les stats en détail, Jean, vos stats personnels, au-delà du nombre de clean sheets? Non. L'année dernière, oui, on a analysé beaucoup ça parce qu'on avait un coach qui aimait ce genre de choses et qui mettait en avant les XG, le pourcentage d'arrêt, le pourcentage tout ce qu'on voulait. On avait un retour papier pour chaque joueur, donc c'était quand même assez poussé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est revenu à un système un peu plus terre à terre où on analyse ce qu'on fait sur le terrain à la vidéo, mais voilà, ça s'arrête à l'analyse purement football et non statistique. Donc non. Et puis je pense que maintenant on est dans un monde je pense de réseaux sociaux qui fait qu'on pousse à l'extrême un peu ce genre de choses. Et donc il y en a, je pense, assez pour les autres, je dirais. C'est vrai qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux votre photo maintenant, 14 clean sheets, 15 clean sheets, 16 clean sheets. Il y a deux stats que j'aurais bien aimé ressortir. C'est le ratio de buts encaissés par rapport aux tirs que vous concédez. C'est le meilleur ratio de la division 1. Genre 8,4% seulement de buts encaissés sur le nombre de tirs concédés. Ça, c'est une chose. Et puis, d'un point de vue européen, sur les 10 grands championnats européens, vous êtes juste derrière en termes de pourcentage de clean sheet. Vous savez qui? Derrière quel gardien? Mon idole Ter Stegen. Ouais. Exactement. C'est incroyable, hein. C'est une stat qui fait plaisir, et quand on en parle, c'est vrai que c'est des choses, mais encore une fois, ça vient des réseaux sociaux, et j'ai vu ça passer sur un compte footballistique belge ou néerlandais, mais c'est vrai que c'est génial de voir ça, et je pense que les clubs, comme un attaquant qui marque, un gardien qui fait un clean sheet, une défense qui est solide, ça, c'est aussi un peu bankable, et donc du coup, on essaie de le mettre en avant, et c'est aussi source de contenu pour le club. Donc je pense que c'est sûr que c'est une chose hyper intéressante pour le club, pour moi, et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais pas cracher dessus. Hein. Vous, au niveau personnel, est-ce que votre jeu a évolué entre la saison passée et cette saison? Vous avez vu une amélioration? Vous avez travaillé sur quelque chose de particulier? Avec l'entraîneur des gardiens, Brian Van Den Busch, on travaille beaucoup sur le positionnement. Il a notamment écouté je pense que c'était un podcast d'Eleven Insider avec Simon Mignolet, peut-être. C'est possible, hein? Oui, tout à fait. Et en fait, il disait que Simon Mignolet a eu 4 entraîneurs de gardiens différents en l'espace de 2 ans. Et ce qu'il retenait, c'était le positionnement de ces 4 entraîneurs différents. Et
je travaille énormément là-dessus et il essaie d'axer aussi surtout sur ce genre de choses, à la vidéo d'avant-match, d'après-match, on travaille beaucoup là-dessus et c'est des détails vraiment d'un demi-mètre, mais des fois qui permettent de pouvoir intercepter un ballon avant une frappe sur un centre et qui permettent aussi de relancer rapidement derrière et d'avoir une contre-attaque pour. Donc voilà, c'est des choses qu'on aime énormément discuter d'autres gardiens aussi. On s'inspire, on voit ce qui a été bien ou mal fait dans d'autres championnats aussi. Et c'est ce qui pousse à être plus fort, à avoir ces petits détails chez les grands gardiens, chez les Ter Stegen, Donnarumma et autres qui excellent dans certains domaines et qui nous inspirent. Vous en avez un petit peu parlé par rapport à la saison passée. Cette saison, Jérémy me faisait la remarque, vous êtes le gardien qui a le moins de boulot. Vous avez le moins de travail, le moins d'arrêts à faire. Donc on parle donc de cette défense qui est beaucoup plus efficace que la saison passée. Vous parlez que c'était le staff aussi un peu hollandais qui avait apporté d'autres manières. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dynamique-là ? Déjà, on se connaît beaucoup mieux tous. Il y a eu des arrivées, mais je pense que voilà, on a aussi pas mal de joueurs qui sont restés et ça fait ça change, je pense, la donne aussi. Ensuite, peut-être qu'on a beaucoup plus la possession du ballon et ce qui permet déjà d'être moins en danger devant notre goal. Et puis l'arrivée de Toby qui est notre capitaine et qui apporte voilà, tout ce qu'il a dans son expérience, sa sérénité. Son expérience et puis surtout son physique. Dans les duels, il est là, comme William Pacho à côté de lui. Je pense que c'est l'un des duos les plus forts en défense ici dans le championnat. Je serais curieux aussi de voir leur pourcentage de duels réussis, mais c'est quand même un sacré duo. Après, aussi, il faut le souligner, Arthur Vermeuren au milieu, en tant que numéro 6, ramasse énormément de ballons devant la défense. Il a un sens du placement, de la lecture du jeu qui est très très intéressante et qui coupe des actions offensives. C'est une surprise ça, Jean? Franchement, une grande surprise de ma part. C'est pour ma part parce que il a commencé au club de Bruges juste avant la trêve ou après la trêve de la Coupe du Monde et il a été l'un des meilleurs sur le terrain et il l'est pratiquement chaque week-end. Rester à un tel niveau d'exigence, de rigueur et de performance chaque week-end à son âge, c'est quand même fou et c'est rare à 17 ans de pas s'enflammer, d'être à ce poste-là qui est quand même un des postes qui demande quand même assez d'expérience dans le football. Donc c'est aussi, je pense, un joueur qui nous a permis d'être encore plus solide, de concéder peu d'occasions aussi pendant cette deuxième partie de saison. Mais ce qui est fou, c'est que ce jeune joueur arrive dans une équipe qui a énormément de personnalité, avec aussi beaucoup d'ego dans cette équipe. Et, il a été accepté directement? Il y a de la personnalité, il y a de l'ego dans l'équipe, mais je pense que cette équipe s'est aussi acceptée. Chaque jeune qui arrive, on le voit avec l'entrée de jeunes joueurs récemment en fin de match chez nous. Et ces joueurs-là savent tout de suite se mettre au diapason et être tout de suite à l'aise. On voit le jeune Kobe Corbani qui met son penalty en pleine lucarne contre l'Union. Il faut avoir la confiance de son groupe, être confiant en soi, mais aussi avoir la confiance derrière d'un staff. Le staff sait y faire et les joueurs savent aussi fédérer pour que les jeunes se sentent bien. Donc non, je pense que il y a de la personnalité, il y a de l'ego, mais ces jeunes en ont aussi. Donc l'un dans l'autre, ça se fait bien. Hein. Vous avez un petit peu parlé, vous êtes parfois capitaine. Ça représente quoi pour vous, d'être capitaine de cette équipe? Au final, quand on regarde, je suis pas l'un des plus vieux, mais presque quand on regarde une composition d'équipe. 27 ans. Ouais, 27 ans. Oui, après, fou, on a une équipe jeune là en ce moment. Donc, c'est génial pour le club d'avoir autant de qualité chez nos jeunes ici. Mais non, c'est génial. C'est les premiers matchs pour moi en tant que capitaine. Je l'avais été parfois à Moucron, mais ici, dans ce club, ça représente énormément de choses. C'est l'un des meilleurs clubs en Belgique et pour moi c'est de pouvoir représenter mon équipe avant chaque match et puis de l'être tout au long à pousser les gars, c'est chouette. Après je dirais que je suis pas friand des gardiens capitaines parce que pour moi un capitaine doit être dans le cœur du jeu à
à argumenter avec l'arbitre et voilà, lui mettre un peu la pression de temps en temps, même si j'ai rien contre les arbitres, mais voilà, ça fait partie du jeu et donc un Toby ou un Richie sont bien meilleurs que moi, je pense, dans ce domaine-là. Et du coup, vous faites comment alors pour mettre cette pression positive et avoir ce charisme que doit avoir un capitaine? Bon, je discute avec les gars comme je le fais habituellement. Je pense que je dois pas changer parce que j'ai un petit brassard autour du bras. C'est juste, essayer de pousser les gars encore plus avant le match, donner les infos qu'il faut. Et voilà, il n'y a rien de plus. Le coach donne ses infos. J'essaie de donner les miennes pour mon rectangle dans ma surface, dans les positions à prendre sur les coups de pied arrêtés. Et puis le reste, chaque joueur sait le faire, le petit mot avant le match. Et puis c'est réglé. Hein. C'est vrai, il y a quelque chose aussi, en préparant cette émission, on s'est dit, c'est quoi le secret de Jean Butet? On regardait un petit peu les derniers matchs qu'il a loupés. Il a raté aucun match sur les 2 dernières saisons. 100%. C'est assez incroyable ça aussi, Jean, cette longévité, cette régularité, cette constance que vous avez depuis 2 saisons maintenant. Ouais, c'est peut-être lié à l'arrivée de mon petit garçon. Hein. C'est toujours un peu spécial. J'écoutais un podcast sur des sportifs, des tennis women qui deviennent mamans et on leur posait la question, est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui vous aide, un supplément d'âme, c'est ça, et donc non, c'est vrai que c'est vrai, je suis beaucoup plus serein au moment d'aborder les matchs sur le terrain. Quand il y a un moment de plus calme, j'essaie de me refocaliser en pensant à mon fils. Et c'est des moments particuliers. Seuls les papas ou mamans peuvent connaître ça et ressentir ces choses-là. Donc c'est très spécial, c'est difficile à expliquer. Après, il n'y a pas que ça, c'est sûr, il y a du travail et on est accompagné ici d'une très très bonne manière pour tout ce qui est travail en salle, en termes de nutrition, en termes de tactique. On a, vraiment, on a tout ce qu'il faut en termes de vidéo, en termes d'analyse et tout est fait pour qu'on réussisse. Quoi. Est-ce que, Jean, vous préférez un bon gros discours du coach en avant-match ou un petit regard vers Gaspard, 1 an et demi, avec votre femme dans les bras, tout près de la pelouse? Parce qu'il vient souvent voir vos matchs aussi. Ouais, et puis on a eu la chance contre le club de Bruges de rentrer sur la pelouse avec nos enfants. Donc ça, c'était aussi un moment très spécial et je préfère 100 fois ce moment-là qu'un discours motivationnel du coach. Mais non, c'est très spécial, c'est des moments uniques et j'espère les vivre encore longtemps dans ma carrière parce que c'est votre force en fait. C'est ma force avec ma femme qui est là aussi et qui m'aide à être aussi performant derrière parce que avoir un petit qui fait passer nuit, c'est pas forcément des plus simples, mais non, c'est que du bonheur et puis j'espère que lui aussi pourra se faire ses petits souvenirs en venant plus tard. Et en comprenant ce qui se passe autour de lui. Vous n'êtes pas le gardien du sommeil de votre fils pour l'instant? Non, pas ça. Quelle magnifique phrase, Jérémy. Très bien trouvé. Génial. On dit souvent que vous êtes un gardien footballistique, c'est-à-dire que un très bon jeu au pied, un très bon jeu de jambes, vous êtes tout le temps quand même au début d'une construction d'une phase. Comment vous avez travaillé ça? Vous avez votre idole, vous dites que c'est Ter Stegen, vous êtes pioché ça chez d'autres gardiens, vous avez voulu vraiment être un joueur actif, en tout cas de votre équipe? Ouais, et puis j'ai eu la chance à Lille aussi d'avoir une formation très intéressante dans ce domaine-là aussi, avec des coachs très, très performants qui me donnaient aussi cette envie d'en faire plus. Et je me suis ramassé quelques erreurs dans le passé pour aujourd'hui être efficace et ne plus faire ces erreurs, gommer ces petites erreurs qui font qu'aujourd'hui je suis très efficace dans ce domaine. On voit Verbruggen qui tente beaucoup et parfois peut-être un peu trop, mais il est jeune et il doit encore apprendre et donc du coup les 2-3 années à Moucron avec des coachs très durs à la Rennich notamment n'acceptaient pas cela, donc il y a un gardien qui m'a marqué dans ce domaine-là, c'est Mike Maignan au Milan AC. Et en étant à Lille, il a fait quelques erreurs en relançant court à un moment donné avec Christophe Galtier.
il l'a mis sur le banc à cause de ces erreurs-là. Il lui a dit, je te remettrai dans l'équipe une fois que tu seras efficace et que tu feras plus, tu gommeras ceci. Et aujourd'hui, c'est l'un des gardiens les plus efficaces dans ce domaine-là, et il a plus ces futilités qui lui auraient fait défaut dans le passé. Donc, c'est un poste où on doit être le plus propre et le plus sûr possible pour son équipe, même si on peut avoir quelques folies de temps en temps. Hein. Vous en discutez de temps en temps avec Mike Maignan. On sait que vous êtes en communication, parce que, c'est vrai, on en parlait, aujourd'hui, en termes de charisme, c'est important pour un capitaine notamment, mais Mike Maignan, en termes de charisme, bon sens, c'est quelque chose. Hein. On a senti quand il n'était pas là avec le Milan AC. Ouais, complètement. À la fois physiquement et à la fois dans ce qu'il impose, dans sa personnalité. Déjà au PSG, déjà à Lille, c'était quelque chose. Et depuis quelques années, je le dis et je le vois, c'est le futur numéro 1 de l'équipe de France, et sans doute il le sera là dans les prochaines semaines. Donc c'est déjà un top mec, un gros bosseur, et je pense qu'il en impose énormément de sa personnalité. Donc c'est des atouts qui sont très importants dans ce poste de gardien de but. Et je lui souhaite que du bonheur. On discute de temps en temps, mais c'est très très rare, et chacun a sa vie à côté du foot, mais non, c'est un top. Vous lui avez pas dit attention Mike, j'arrive, hein, parce que l'équipe de France arrive, mais moi je suis aussi candidat. Hein. Ouais. Je pensais que Loris et Mandanda ne sont plus là. Ouais. On en parlera d'ailleurs. On en parlera si vous voulez. C'est intéressant. Et ici en Belgique, quel gardien vous mettrez sur votre ligne, en tout cas, ou derrière vous? Je pense qu'Anthony Maurice est très régulier depuis 2 saisons maintenant, parce que j'ai pas trop suivi ses performances avant, mais c'est vrai que c'est un gardien très régulier, à la fois en Europa League, à la fois ici dans le championnat. Chance qu'on ait gagné contre au penalty, mais non, c'est un gardien qui a un très bon jeu au pied, qui est peut-être moins présent dans le domaine aérien, mais il a une défense très grande qui peut lui permettre de rester un peu plus sur sa ligne dans ce domaine-là. Mais il sait reconnaître aussi ses petits points faibles et les ajuster avec sa défense. Je lisais ou j'écoutais quelque chose à son sujet qui était intéressant, et c'est aussi ça une force chez un gardien de but, c'est de pas savoir sans remettre en question. Et puis de pas se cacher sur certains points un peu plus à travailler. Et donc non, sur sa ligne, c'est aussi l'un des meilleurs ici en Belgique. Donc pour faire partie du top dans le championnat au niveau du classement, faut un très bon gardien, et l'Union c'est ce qu'on dit souvent, un très grand gardien et grand attaquant. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez apporter en tant que gardien dans la préparation d'un match. J'imagine que quand vous regardez des matchs et que vous les analysez, vous regardez la prestation des gardiens, c'est des conseils que vous donnez parfois à vos attaquants. Attention, celui-ci, il est un peu moins bon sur sa ligne, un peu moins bon dans les sorties. J'aime pas faire ça, parce que on a déjà essayé, au final limite ça s'est retourné contre nous, parce qu'ils faisaient l'opposé de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et on se retrouvait dans des situations où non, l'attaquant, s'il veut analyser le gardien de but, il le fera de son côté, mais c'est pas au moment des... C'est une anecdote marrante, au moment des pénaltys, Brian Van Den Busch, l'entraîneur des gardiens, a analysé Anthony Maurice au moment des pénaltys, et il s'est rendu compte qu'Anthony Maurice aimait plonger du côté où le joueur allait croiser son tir. Et il en a regardé beaucoup des pénaltys de ce gardien, et il en a parlé au coach. Le coach a dit non, on n'en parle pas aux joueurs, c'est quelque chose qui peut peut-être les déconcentrer, et si ça mène à faire l'opposé de ce qu'il a fait. Et donc du coup, je pense que c'est des choses, faut pas vouloir entrer dans la tête de l'attaquant en lui disant quoi faire. Et il y a parfois des attaquants qui viennent me voir en disant et ce gardien-là, comment tu le trouves, qu'est-ce qui pourrait être utile à son sujet. Et Michael Frey me l'avait demandé pas longtemps, Vincent aussi, Mitaniasen, parce qu'ils connaissent pas forcément tous les gardiens ici en Belgique en arrivant. Donc vous lui dites allez-y en puissance, ça fait la différence. Avec ces deux-là, vous pouvez y aller. Vini, c'est pied droit comme pied gauche. Vas-y, tape, Mike. L'Antwerp est actuellement 3e à 7 points de Genk, et sur les 10 derniers matchs, c'est la meilleure équipe de Pro League actuellement. Est-ce qu'on peut dire que l'Antwerp va chercher le doublé? C'est l'ambition. Le coach répète depuis plusieurs semaines qu'on veut 1 ou 2 photos d'équipe en fin de saison, et
voilà, il en faudra au moins une, et si on peut aller en chercher une deuxième, ce serait unique et ce serait génial. Donc bah ouais, on est ambitieux et c'est ce pourquoi on est là, on se bat tous les week-ends pour aller chercher les victoires jusqu'à ces fameux playoffs qui nous permettront, je l'espère, d'être le plus proche de Genk pour les démarrer. Oui, il y a la coupe, ce sera le chemin le plus direct. Vous sentez que mentalement vous avez déjà fait la différence? On voit contre Malines dans les derniers affrontements. De quelle manière c'est important d'avoir déjà pu marquer votre territoire contre eux? C'est 7-0 sur 2 matchs. Après, il y a beaucoup de monde qui nous en parle et qui dit la victoire est assurée, mais c'est loin d'être acquis, et une finale c'est toujours spécial, il y a toujours plus de tension, de stress de chaque côté. C'est tout juste sur un match et c'est pas une histoire de 3 points, c'est une histoire de qui en voudra le plus, et Malines à ce sujet-là peut savoir mettre ces ingrédients-là aussi. Donc si on passe à côté de notre match, on soulèvera rien ce jour-là. Donc c'est certes, on a sur les dernières confrontations, on est peut-être un peu au-dessus d'eux, mais voilà, une finale restera une finale. Seven de Four, je pense, saura remuer ses troupes après le 5-0, et c'est aussi peut-être dangereux après un match comme ça de se sentir trop fort. On se sentira confiant parce que voilà, c'est notre force et on est très bon en ce moment, mais on saura aussi voilà, se respecter et respecter Malines, de se dire ça reste une finale sur un match et tout est possible. Finale qui aura lieu le 30 avril, finale dans la Coupe de Belgique. Mais là, vous en avez un petit peu parlé par rapport au tir au but face à l'Union. Ça fait quoi d'être le héros comme ça d'une demi-finale face à l'Union Saint-Gilloise? Parce que c'est vous clairement qui étiez le protagoniste de cette demi-finale. Oui, mais en tout cas l'un des. Ça procure un plaisir, de fierté et c'est génial, de la joie de pouvoir célébrer ça avec les supporters. Mais en ayant tiré moi-même des pénaltys à l'entraînement, c'est un exercice très difficile. Et le savoir en tant que gardien, ça a aussi une importance dans le fait... le dessus en fait. De se dire, c'est pas la loterie, et il y a aussi un jeu à avoir entre l'attaquant et toi, et donc je pense que il y a une certaine pression pour les gardiens, mais elle est encore plus importante chez les joueurs, et ça, en tant que gardien, le savoir, c'est aussi important. T'as rien à perdre, si t'en sors 1-2, ce sera magnifique, et t'as beaucoup de chances de remporter la séance si t'en arrêtes 2, parce que voilà, c'est rare d'aller plus loin, mais ouais, c'est savoir ça, c'est important, et les marquer comme l'équipe l'a fait, c'est aussi à souligner, parce que c'est une demi-finale de coupe pour un ticket en finale, et donc ouais, certes, j'en ai arrêté 2 et je peux paraître le héros, mais il y a aussi ceux qui marquent qui sont tout aussi importants. Comment vous préparez une séance de tir au but? Vous analysez tous les tireurs, enfin, vous savez où ils tirent, etc. avant même le match? Après, j'essaie de pas de me polluer l'esprit avec ces choses-là. Il y a le feeling aussi d'avant-match, et l'entraîneur des gardiens, Brian, m'était venu avec une gourde et j'avais dit ok, j'ai vu un petit peu ce qui se passait, laisse-moi, et parce que voilà, c'est aussi l'instant présent, et de vouloir trop réfléchir à ce qui va se passer ou ce qui s'est passé auparavant, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Teddy Thomas qui m'avait marqué un penalty quelques semaines avant et qui était habitué à tirer plus de l'autre côté. C'est des choses, certes on y pense, mais sur le moment présent, voilà, c'est l'instinct qui parle aussi, et donc ouais, non, c'est pas forcément que de l'analyse pure et simple. Vous parlez d'un petit jeu avec l'attaquant qui se présente face à vous. C'est le petit jeu, à quel niveau vous y allez? Vous prenez un peu de temps avant de vous repositionner? C'est quoi le style? Ouais, c'est ça, je suis pas du genre à argumenter et traiter l'adversaire, c'est pas mon genre, et voilà, je trouve ça inutile et bête de faire ça. On s'y perd certainement, mais en tout cas pour ma part, après non, c'est voilà, prendre un peu de temps comme vous dites, aller se replacer, se déplacer sur la ligne, prendre du temps, jouer avec le ballon et faire qu'il vienne proche de vous. C'est des petites choses comme ça qui... Je vais pas tout dévoiler. Quoi? Non, on ne saura pas tout. Il y a encore potentiellement cette finale de coupe. On ne sait jamais que ça se terminerait au tir au but. C'est vrai, mais la date, Séverine, tu en parlais, le 30 avril. Oui. Mon anniversaire, sachez-le. L'anniversaire. C'est mon anniversaire le 30 avril. Bon, c'est noté, ça, en tous les cas. Par contre, c'est avant les playoffs.
aussi. Et c'est le départ C'est des ça. playoffs ce week-end. Voilà, mais de quelle manière ça peut influencer le reste de la saison de l'Antwerp Moi, je trouve ça très bien que la finale à la fin de la phase régulière, avant les playoffs. Je pense que on sera focalisé uniquement sur la coupe, on pensera uniquement à ça, on aura fini notre phase régulière et ouais, ça sera une semaine que pour ça, il n'y aura pas de play-off à penser et ce sera sur un match et puis voilà, si on la gagne c'est super et si on la perd on sait qu'on aura les play-offs pour se rattraper ou aller chercher un ticket européen à ce moment-là, donc ouais, Donc elle est bien placée. Bon, pour moi, C'est pas mieux en fin de magnifique. saison quand le championnat est fini. C'est sûr que on réfléchit pas à ce genre de choses aujourd'hui parce qu'elle est là, mais pour moi c'est bien parce que je pense que si on la gagne, on sera dans le mode on sera hyper confiant. Ça peut vous lancer, quoi. On pourra être lancé pour peut-être aller chercher quelque chose d'autre. Si on la perd, ça sera en mode maintenant on va tout faire pour aller chercher Genk ou l'Union et donc non, pour moi elle est super bien placée. Ouais. C'est pas trop condensé, quoi. Justement pas. Non. Après, c'est sûr que les playoffs vont être un peu plus condensés derrière, mais bon, ça sera un gros mois de mai. Hein. Vous êtes bien là pour l'instant. On parle beaucoup de Genk et de l'Union pour le titre. On parle beaucoup d'un duo. Il y aura 3 équipes. Hein. Ouais, vous êtes là aussi, ça vous arrange, non ? Ouais, on va continuer à parler de l'Union et Genk. Quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, que ça l'Antwerp pour l'Union. Ils sont quand même assez contents d'être derrière Genk. Il y a peut-être en mode on est les chasseurs et non les chasseurs. Ouais, après c'est sûr que à la place de Genk, j'aimerais y être aussi. 7 et 5 points d'avance sur ces deux concurrents, c'est quand même intéressant. Ils perdent un peu de terrain les dernières semaines, mais voilà, ça reste une sacrée force offensive et c'est un des gros prétendants au titre. Donc non, c'est sûr que on parle un peu de moins de l'Antwerp pour le titre, mais on a certainement moins de chance aussi pour l'instant. Par contre, pour le supporter neutre, ça va être un finish. Excitant. Voilà, je crois que c'est assez excitant. Et puis vous les avez battus tous les deux aussi. Tout à fait. À la fois l'Antwerp, à la fois le Racing Genk et l'Union, donc psychologiquement, là aussi c'est intéressant. Ouais, après on a fait une défaite en championnat et une victoire contre l'Union et pareil avec Genk, donc on est un peu à égalité. C'est sûr qu'on a un avantage contre l'Union avec cette coupe, mais non, on a perdu ici contre Genk, on a gagné là-bas, donc c'est quand même assez spécial et voilà, tout sera possible dans ces playoffs. Hein. Vous avez parlé du staff. Quel type de coach est Mark Van Bommel ? C'est un sacré manager. En fait, il est pas psychologue, mais il sait adapter son discours et sa manière de se comporter avec un Balikwisha, avec un Janssen, avec un Delat et ça c'est ce qu'il faut, je pense, aujourd'hui chez un coach. À l'époque, on avait des coachs qui avaient le même discours pour tout le monde et qui rentraient dedans avec tout le monde et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où comprendre l'autre, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach, est très important pour savoir exprimer et avoir un discours direct et efficace envers la personne. Donc ouais, c'est la première pensée qui me vient. Ensuite, il inspire le respect de par sa carrière, de par son calme sur un banc, et c'est totalement l'opposé de ce qu'il était en tant que joueur. Et c'est sacrément fort de le voir très très calme dans toutes les situations. Et puis après, tactiquement, il sait là où il veut aller. Il se pose pas de questions sur le système dans lequel on veut jouer. On a un système et c'est très très direct et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc il a un staff autour de lui technique qui lui permet d'être le plus fort possible aussi dans ce domaine-là. Et donc il sait bien s'entourer aussi. Hein. Comment il a fait pour sortir de cette période difficile du mois d'octobre ? Parce qu'il avait l'habitude, on le savait, de très bien commencer dans tous les clubs dans lesquels il était passé. Et puis on s'est dit, attention, mois d'octobre, ça devient compliqué. Mm-hmm. Comment lui a fait pour sortir le groupe de cette situation, pour pas dire catastrophique, mais très délicate ? En fait, il a jamais montré de nervosité, de stress, et je pense que c'est ça sa force. Même en étant mené pendant un match, pour lui, on va le gagner et ça va le faire. Et donc, je pense qu'il a réussi aussi à inverser la tendance dans le sens où
voilà, on va jouer match par match, c'est peut-être bateau, mais dans ce monde-là, c'est ce qui est le plus important, de pas penser à ce qui se passera après, mais d'être dans l'instant présent et de vivre le moment avec du positif, avec du fun à l'entraînement et en étant chambreur et en ayant cette rigueur de travail. Donc, il laisse beaucoup de liberté au groupe et c'est ce qu'il nous faut parce que voilà, on a des joueurs qui savent être pros, qui sont rigoureux en termes de travail et professionnels à côté. Donc, c'est ce qu'il nous faut et c'est parfait pour le moment ici à l'Antwerp. Ouais. Vous avez prolongé la saison passée jusqu'en 2026, mais avec des prestations comme vous faites actuellement, on peut potentiellement s'attendre à un départ. Est-ce que vous serez encore entre les perches de l'Antwerp la saison prochaine ? Non, je me sens trop bien ici et voilà, je suis super heureux avec ma famille, les amis qui peuvent venir parce que l'île n'est pas loin et donc franchement c'est un compromis idéal. Ensuite, c'est vrai que j'ai de l'ambition et d'aller toucher un championnat encore plus important en Europe, c'est un objectif. Maintenant, on verra ce qui se passera au mercato. Marc Overmars a lui des attentes aussi, donc on verra ce qui se passera et pour le moment j'ai envie de dire c'est pas le sujet parce qu'on a tellement de choses à jouer et on est tellement bien en ce moment que c'est vraiment pas quelque chose qui m'anime et je suis vraiment dans cette saison pleinement et c'est génial de pouvoir prester tous les week-ends comme on le fait, donc on verra par la suite. On comprend que pour le coup, c'est vrai que c'est pas de la langue de bois de Jean Buté, ça c'est tout à fait compréhensible. Vous parlez d'attente de Marc Overmars, vous avez donc eu, j'imagine, une discussion aussi avec lui. Vous êtes au sommet pour l'instant de votre carrière, c'est une courbe ascendante. Parfois, il faut surfer là-dessus. C'est quoi les attentes justement de l'Antwerp ? C'est financier, j'imagine aussi ? En fait, l'année dernière, on parlait déjà d'un transfert de par ma bonne saison également et pour lui, c'était peut-être le moment de me vendre l'été dernier. Ça s'est pas fait pour diverses raisons et lui, il serait pas forcément fermé à un départ cet été. Donc, elles sont là, ses attentes, dans le fait que, il y a peut-être une porte qui s'ouvrira à ce moment-là, peut-être de par mon agent, peut-être de par la sienne avec son réseau. Donc, aujourd'hui, c'est une discussion qu'on n'a pas parce que il est pro et il sait que c'est pas le moment d'en parler, mais on viendra peut-être à en parler à un moment donné. Mais voilà, j'ai pas d'autre info à vous donner et c'est tant mieux pour le moment. Le prix officiel, c'est 6 millions d'euros. Si on s'en réfère à Transfermarkt, on sait que vu les performances, à mon avis, il faudra quand même débourser. Surtout que Jean est sous contrat jusque 2026. À mon avis, pas loin des 10 millions pour pouvoir s'offrir ses services. Un petit peu, voilà, je pense. Ouais, attention au marché actuel. C'est vrai que parfois... Mais vous parlez de championnat, mais dans un futur, quel type de championnat dans lequel où vous rêveriez de jouer, clairement ? Est-ce qu'il y a un championnat où vous retournez en France ou aller ailleurs ? Ma femme, elle aimerait bien vivre dans le sud de la France, donc s'il y a un club... D'accord. Je vois pas du tout à quoi vous faites référence. Ça sent l'Olympique de Marseille ou tout ça ? Non, mais... Non, en vérité... Le soleil. Franchement, j'ai pas de championnat qui me fait rêver plus que ça. L'Allemagne est un championnat très intéressant parce qu'en fait, chaque championnat a sa spécificité, a son petit plus, mais l'Allemagne et comme l'Angleterre sont très attractifs parce que c'est un football très offensif, un peu comme on peut avoir ici en Belgique. La France parce que je suis français, l'Espagne parce que la qualité de vie et puis un jeu aussi basé sur le jeu court, les ressorties de balles. Enfin, il y a énormément d'aspects positifs dans chaque championnat et donc en vérité je serais super content de pouvoir signer dans un club d'un de ces top 5, mais C'était quoi les pistes l'été dernier quand Marc Overmars a dit ok Jean tu peux partir, il y a eu des noms, Jean, je vais vous laisser les dévoiler. Les clubs qui étaient très intéressés par vous l'été dernier. Vous le savez? Oui, j'attends, j'ai réfléchi. J'ai entendu certaines choses, mais je préférais que ça sorte de votre bouche. J'étais tellement focalisé sur ce que j'ai en train de dire que non, je parviens pas à les ressortir. Du côté allemand, il y a eu de l'intérêt aussi. On parlait de qui? C'était peut-être pas si concret que cela. Des clubs de subtop en Allemagne. Ah non, on parlait de qui déjà? De vous. Non, ouais, mais dans quel club?
Oui, c'est non, ça. mais Justement. j'avais entendu à l'époque aussi notamment le club de Leverkusen. Ah non, moi non, franchement, j'ai jamais entendu parler de ce club-là. Après, il y avait eu des clubs en France. Il y avait eu des discussions avec Lens parce qu'il y a Brice Samba qui était prêt à signer, mais il y avait eu des difficultés et il suivait mon profil à ce moment-là. Et donc, il y avait eu de l'intérêt avec Lens. Après, il y avait... on avait parlé un peu de l'Ajax Amsterdam parce qu'il y avait eu Overmars et je pense que c'était aussi un de ces moments-là où peut-être que Marc Overmars m'avait proposé à cet endroit-là, mais il y avait eu quelques clubs. Après, c'est aussi en tant que gardien, même en tant que joueur, je pense que ça se passe comme ça, mais il y a des listes de 3-4 gardiens qui sont faites et donc du coup on fait partie d'une liste. Alors et c'est toujours compliqué à la fois en tant que gardien, en tant que joueur dans ces moments-là, parce qu'on se dit waouh, ce club s'intéresse à moi, mais finalement on est vite déçu. Enfin, c'est pas qu'on est vite déçu, mais on peut vite être déçu parce que il y en a un autre qui va signer, et donc au final aujourd'hui, j'essaie de demander à mon agent de m'en dire le moins possible parce que c'est pas que ça te pourrit un peu l'esprit, mais tu vas te projeter sur des histoires de dire waouh, oui, je pourrait potentiellement intéresser ce club-là, et au final donc voilà, aujourd'hui franchement j'ai même dit à mon agent, je dis voilà, laisse-moi tranquille, fais ce que tu as à faire, s'il y a quelque chose de concret on en discutera. Mais faites référence à Bruges parce qu'à un moment donné vous étiez très proche de Bruges, et puis Simon Mignolet et voilà, et c'est ce genre de choses qui m'a fait un peu ça m'a rendu un peu moins naïf de ce monde-là, et c'est tout, c'est sujet clos, et j'en veux à personne dans ce monde-là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et puis c'est tout. Donc mais par expérience, je veux peut-être en savoir le moins possible aussi pour être le plus tranquille et ne plus être pollué par c'est par ça, complètement. Une dernière chose par rapport à ça, comme ça on fait un peu le tri dans les rumeurs, et c'est bien. Leverkusen, la piste, vous n'étiez pas au courant, vous aviez parlé de Lens. À un moment de votre carrière, peut-être mon agent du coup. Avec grand plaisir, on pourra en discuter juste après. Je pense qu'au niveau du feeling ça pourrait passer aussi. De votre époque à Moucron, oui ou non, il y avait aussi un réel intérêt pour aller soit au Standard, soit à Anderlecht. On a beaucoup parlé de Jean Buté au Standard à un moment donné, et certains supporters se disent mais enfin oui, il aurait été bien, pourquoi ça s'est pas fait? C'est vrai qu'on avait discuté avec Michel Prudhomme à l'époque. Comme j'avais pu, au final, en étant à Moucron, j'avais discuté avec Gand, j'avais discuté avec des clubs du top, et pourquoi ça ne s'était pas fait au Standard? Il y avait l'arrivée du gardien serbe, Milinković-Savić. Et au final, il y a eu l'éclosion d'Arnaud Baudard derrière, donc ça aurait été une piste aussi intéressante comme pouvait l'être à Bruges, à Gand à cette époque-ci, et voilà, ça a été, je pense, un mal pour un bien de ne pas signer dans ces clubs-là, parce qu'aujourd'hui c'est le club qu'il me fallait ici. Là, vous êtes au bon endroit. Voilà, exactement. C'est ça. Jusqu'à la prochaine étape, on verra. On verra bien où ça sera. Que je sois agent de Jean Buté, peut-être, on verra. J'aimerais bien un club rouge et blanc, parce que depuis le début de ma carrière, à la fois en amateur dans mon petit club de village, j'ai joué que en rouge et blanc, que ce soit Lille, Moucron ou Lantz. Ah oui, j'avoue, en fait. Et Méris, c'était rouge et blanc aussi. Donc voilà, c'est un critère de recherche peut-être. Peut-être. Que le Standard peut fonctionner. L'Olympique de Marseille ne joue pas en rouge et blanc, genre. Non. On peut aller du côté de Monaco. Ou d'Arsenal. Il y a quelques endroits. Voilà, la piste est ouverte en tout cas. Écoutez, il l'a dit. Voilà, c'est ça, c'est écrit. Jean, moi j'ai une question que je pose tout le temps sur les gardiens. Comment naît cette envie d'être gardien de but? D'où ça vient? Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, mais à quel moment on se dit tiens, moi je veux être gardien de but? Il y a un souvenir qui me vient vite en tête, c'est quand j'étais petit, en fait j'habite un petit village et je pousse la porte de mon jardin, du jardin de mes parents du coup, et je me retrouve sur le terrain de foot, donc vraiment j'ai 10 mètres à faire pour aller sur le terrain. Et en fait, avant notre entraînement du mercredi après-midi, on se retrouvait avec des copains plus ou moins grands, et je me mettais dans le but et ils frappaient pendant, je sais pas, 1 heure avant l'entraînement, ils faisaient des frappes, et j'étais tellement heureux d'être dans le grand but à je sais pas, 8 ans, et d'arrêter les ballons et d'être déjà dans un système de duel avec l'attaquant. Et c'est encore quelque chose que je retrouve aujourd'hui, de sentir
moi je sais pas cette dualité, mais à la fois ce feeling de tu vas pas marquer, j'ai l'ascendant sur toi, enfin tous ces petits trucs là, et c'est très spécial parce que le sens même du football c'est de marquer un but, et nous on est là pour l'en empêcher, et donc du coup ouais, d'avoir évolué et aujourd'hui se retrouver dans un stade où on est là pour empêcher un but, parfois de faire un arrêt où le public célèbre ça parfois comme un but, et l'équipe adverse peut au contraire être très déçue d'un arrêt adverse, c'est quelque chose d'hyper galvanisant. Et donc non, pour moi c'est à la fois à l'entraînement comme en match, c'est des sentiments qui sont géniaux. Après, ouais, le pourquoi d'avoir commencé dans les buts, ça je peux pas vraiment l'expliquer, parce que j'ai commencé à la fois aussi en tant que joueur, et à Lille j'ai eu la chance d'être recruté à la fois comme joueur et comme gardien, et on m'a pris comme gardien à cette époque-là à 8 ans, et donc du coup le choix s'est fait un peu par défaut, parce que je me suis retrouvé voilà, gardien à 8 ans au LOSC. C'était quelle position dans le jeu j'aimais bien être défenseur, parce qu'en fait j'aime bien, même encore aujourd'hui, voir tout ce qui se passe, et limite de pouvoir gérer, de pouvoir guider une équipe, et d'être le dernier rempart, ça me va bien, parce que ouais, la lecture du jeu aussi. La lecture du jeu, mais aussi d'avoir cette responsabilité d'être le dernier, elle me plaît bien. Mais justement, sur la responsabilité, parfois le gardien va être encensé, c'est grâce à lui, ou parfois justement on le calcule même pas, on va parler des attaquants, ou parfois on va tout mettre sur lui. Il n'y a pas cette peur parfois de cette responsabilité, où justement ça vous galvanise et ça vous motive. Puis je pense que c'est des sentiments qu'on ne doit pas avoir, c'est quelque chose... Mentalement, c'est un exercice difficile, parce que le cerveau humain est fait pour qu'on pense négativement de base, et donc du coup d'inverser cette tendance et d'essayer de tout positiver, c'est compliqué, mais c'est un bel exercice à faire, et j'essaie de le faire notamment aussi par un travail que j'ai fait avec un préparateur mental, et j'ai aussi un ami là, qui se lance là-dedans, et on aime trop discuter de ce genre de choses, et amicalement, hein, c'est même pas professionnellement, mais donc du coup ça rend encore la chose plus intéressante, et donc ouais, non, je pense que c'est essayer d'être positif dans chaque situation, et aussi pour moi c'est un système de recommencement à chaque instant du match, de se dire voilà, il s'est passé ça, maintenant il va se passer encore beaucoup de choses, et donc on oublie ce qui s'est passé, et limite remettons dans un mode de début de match à chaque nouvelle situation, et donc c'est un des postes pour moi où le mental prend une part des plus importantes. Ouais. C'était quand la dernière fois que vous avez eu une faille mentale et que vous avez eu du mal à sortir d'une situation difficile ? Elle est lointaine cette phase, parce que je surfe sur une très très bonne période. Peut-être à l'époque l'année dernière en play-off avec Brian Prisk, où j'ai deux situations dans les play-offs où je dois bien mieux faire, et même où je suis pas à l'origine, mais je suis fautif sur un but ou deux, et donc c'est dans ces moments-là où il faut aller puiser encore plus, essayer de trouver le positif de chaque situation, de chaque moment, et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant aujourd'hui de vivre ces moments-là, et de savoir en profiter, de savoir les reconnaître, et se dire parfois dans le match je suis en mode ce match-là il est trop bon, profite, parce que des fois tu as cet état de flow qui te permet de dire aujourd'hui je serai invincible, il m'arrivera rien, et ce moment-là, il arrive peu dans une saison, mais donc des fois aussi, j'aime bien savoir le reconnaître, et de me dire, vas-y, profites-en encore, parce que c'est un état qu'on peut pas retrouver ailleurs. Vous aviez déjà votre coach mental à ce moment-là ? Ça fait combien de temps que vous êtes... Ouais, je travaille un peu moins en ce moment avec lui, parce que c'est aussi... par moment où c'était la période où j'étais blessé ici, et j'avais commencé à travailler avec lui à ce moment-là, histoire de
d'avoir un supplément d'entraînement puisque j'avais pas l'entraînement terrain. Physique, ouais. Mais et donc on peut aussi beaucoup travailler en étant blessé, et ça je savais pas le reconnaître avant, mais par de l'imagerie mentale, de se retrouver dans des situations en étant assis sur une chaise, c'est aussi possible de s'entraîner par de l'imagerie mentale, par de la vidéo, et donc c'est hyper intéressant de commencer ce travail à ce moment-là. Ouais. Ça vous arrive dans le vestiaire avant un match de fermer les yeux et d'avoir de la visualisation, justement, comme le fait un Simon Mignolet, non, mais Anthony Maurice. sur le terrain, ça m'arrive de pas De fermer vous asseoir tout d'un coup, de fermer les yeux. Ouais, là je ferai une chaise, je m'assieds. Non, mais de me mettre dans une situation. Il y a un corner pour nous, la phase est loin de mon but, mais de me mettre dans une situation et dire voilà, il pourrait arriver ça, qu'est-ce que je fais, une image positive, hein, pas, je concède pas un but dans ce moment-là, quoi, mais et ça permet d'être dans un mode hyper positif, quoi. Tu te mets dans une situation positive, et le cerveau est fait pour qu'il enregistre ce qui vient de se passer, et donc du coup c'est ce genre de choses, des petits mots, des petites phrases, des petits trucs qui vont te permettre de rester dans ton match, alors que la phase elle est de l'autre côté, et cette saison encore plus, parce comme on l'a dit plus tôt, c'est une saison avec beaucoup moins d'arrêts à faire, et c'est là où c'est encore plus difficile d'être efficace, donc ouais, c'est très spécial ce qui se passe dans la tête d'un gardien de but. Je pense chacun a son truc, et chaque gardien est différent, mais c'est hyper intéressant de pouvoir en discuter aussi, et c'est cool d'en discuter aujourd'hui. 2,3 arrêts par match en moyenne depuis le début de la saison, c'est le plus faible total. Je ne sais plus si je l'avais dit. Du coup, je le repartage. T'avais pas dit le chiffre, mais c'est bien, tu précises. 2,3 arrêts par match, donc pour Jean Buté. D'ailleurs, depuis le début de la saison. En parlant de mentalité, lorsque vous êtes arrivé ici, il y avait un autre gardien qui était en place, Berenvat. Et comment vous avez vécu cette concurrence ? C'était pas facile. Ouais, bon, on en a parlé tout à l'heure aussi. L'expérience que j'avais eue avec Olivier Werner et Logan Bailly à Moucron m'a permis d'appréhender celle-ci avec un peu plus d'expérience, même si c'était aussi difficile, parce que on est arrivés tous les deux avec un discours de Luciano D'Onofrio, vous allez être numéro 1, et au final il y en a pas un des deux qui avait ce statut, et Ivan Leko avait aussi ce rôle un peu délicat, parce que il avait la pression pour mettre aussi Berenvat dans le but, et donc du coup ça a été un moment encore d'apprentissage pour moi, et pour lui aussi, je l'imagine. Donc c'était une année un peu spéciale de mise en route pour moi, avec le Covid, sans les supporters. C'était pas la meilleure saison, c'est certain, à l'Antwerp, mais une saison peut-être un peu d'adaptation, même si ça a été on apprend de toutes les épreuves, génial, de toute manière. exactement. Donc on va peut-être parler un peu de l'équipe de France, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Oui. On aurait pu parler encore de tellement de sujets, mais Oui, mais notamment de son début, c'est parce ça, que à Lille. à Lille. Comment vous êtes arrivé dans le football ? Juste cette petite parenthèse-là, parce que c'est quand même un truc de fou. Vous étiez joueur de futsal ? Non, à la base. En fait, on fait des tournois avec son club de village en hiver en salle, parce que les terrains sont impraticables, et donc du coup on fait un tournoi, on se retrouve à jouer contre Lille, et on perd 1-0, ce qui est un score incroyable pour nous à l'époque, un village de 1000 habitants contre le LOSC, et donc du coup on se retrouve dans le vestiaire juste après le match, à côté du vestiaire du LOSC, et là ils se font détruire parce qu'ils ont gagné 1-0 face à nous, et c'est à ce moment-là que j'avais fait un gros match, et j'avais sorti pas mal d'arrêts. J'avais été élu meilleur gardien du tournoi, et Lille, comme ils étaient là, ils m'avaient donné un ticket pour venir à un recrutement, un essai au LOSC, et quelques mois après je faisais un tournoi en tant que joueur, cette fois-ci sur un terrain normal, et ils me disent viens également à ce recrutement en tant que joueur. Et l'anecdote, c'est que ma maman fête son anniversaire le jour du deuxième essai, donc le premier je l'avais fait en tant que joueur, le deuxième essai en tant que gardien, et pour faire plaisir à ma mère, j'ai aidé en tant que gardien, alors que limite j'aurais préféré aller en tant que joueur. Et donc du coup, je me retrouve à faire cet essai. On est 8 gardiens, ils en gardent 4, et je fais partie des 4. Donc voilà, l'aventure commence en tant que gardien, et j'ai pu lâcher les gants jusqu'à ce jour-là. Mais c'est
une expérience aussi de ma carrière, et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'appréhender des situations footballistiques avec le ballon, peut-être plus calmement et avec plus de technique aussi. Ils ont dit merci maman. Ah ça, Voilà. finalement, c'est incroyable, ça tient à pas grand-chose. Gros bisous maman. Si tu nous entends. Voilà. Ça fait le LOSC, Moucron, l'Antwerp et puis L'équipe de France, non? l'équipe de France, voilà, parce qu'on parle évidemment beaucoup de vous en équipe de France. Vous avez déjà eu des contacts avec Didier Deschamps? Les journalistes, vous journalistes, parlez de ça. Je pense pas que Didier Deschamps parle de moi. Bah, il connaît quand même Jean Buté. Et même il y a déjà eu une interview de votre coach dans l'équipe aussi, ça parle beaucoup de vous en France, donc voilà, c'est pas anodin non plus. Ouais, mais bon, je pense que... Vous n'avez pas eu de contact avec l'équipe de France? Non, pas du tout. Non, et c'est peut-être l'équipe de France de futsal qui sait. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est tellement un grand pays, tellement de joueurs, tellement de gardiens dans le championnat français, dans les autres championnats européens, notamment du top 5 qui performent chaque week-end, que je pense que voilà, la sélection du coach national se fait sur ces 5 championnats, notamment avec des équipes qui jouent la Coupe d'Europe, et donc non, c'est... Bon, là, il n'y a plus Lloris ni Mandanda. Ouais, c'est ça. Ils ont pris leur retraite après 2 carrières exceptionnelles en équipe de France. Mais c'est, pour moi, l'étape suivante n'est pas l'équipe de France. Et loin de là, je pense que c'est plutôt de se focaliser à la fois sur l'Antwerp et peut-être sur un transfert cet été dans un championnat plus important avant de penser à ça. Parce que ce serait prétentieux de ma part c'est un objectif. De penser à ça. C'est un objectif, mais à plus long terme, je dirais. Ouais. Parce que si on a les stats de Jean Buté juste derrière Ter Stegen, Didier Deschamps, à un moment donné, les rapports, il les voit aussi. Il les reçoit aussi. Objectivement, Jean, si vous devez faire une sélection des 3 meilleurs gardiens français aujourd'hui, vous mettez qui dedans? Vous pouvez vous mettre sans être prétentieux. On est là pour être objectif. J'ai le droit de vous faire écouter quelque chose? Oui, allons-y. Ouais. Encore 2 minutes. Très bien. Bon, on imagine, en attendant que Jean nous prépare sa petite surprise, que Mike Maignan sera prochainement le gardien. Dedans. Tout à fait, c'est clair. De l'équipe de France. Avec c'est peut-être Jean Buté, Séverine, comme double. Attention, on est tout On écoute. Liste de Didier Deschamps, c'est parti. Gardienne du but. Maignan, Mike. Samba, Brice. Buté, Jean. Voilà, on a tout dit. Non, je déconne. Ça, c'est le top 3. Voilà. Ça, c'est le top 3 de mon cousin. L'imitation, en tout cas, de Didier. Officiel. Voilà, on notera la très belle imitation. Et donc, c'est fait. Félicitations. Jean, vous êtes en équipe de France. Exclusivité 11 Insiders. Jean Buté est en équipe de France. Non, mon top 3, ce serait Mike Maignan en 1, Brice Samba en 2, et puis je mettrais pour la jeunesse, je me dirais Lucas Chevalier qui fait une belle saison au LOSC et qui mériterait une sélection. Je pense que ça va se jouer entre, je dirais, Lucas Chevalier, Ilan Meslier à Leeds et puis peut-être Alban Lafont qui a déjà quelques sélections, un peu plus d'expérience et qui certainement, à ce poste-là, a un peu plus d'expérience. Comme pourrait l'être un Alphonse Areola, de se dire je suis numéro 3, je pousse pas plus pour aller chercher un match et je connais mon poste. Et Alphonse Areola à ce poste-là depuis un moment et peut-être qu'il s'y retrouvera, mais maintenant qu'il n'y a plus Lloris ni Mandanda, le numéro 1 sera à trouver. Vous ne vous mettez pas dans cette liste, Jean, objectivement. Vous n'y croyez pas, vous n'attendez rien. Même d'être numéro 3. Non, j'attends rien. Ça rejoint votre discours depuis le début de ce podcast, en fait. Un peu moins d'attente et voir un peu ce qui arrive. Non, j'ai pas envie que ça passe pour un manque d'ambition, parce que je suis ambitieux, mais je pense que la France... Pour moi, je suis réaliste dans le sens où on n'a jamais vu un joueur du championnat belge en équipe de France. Et pour moi, le coach de l'équipe nationale se focalise sur des championnats du top 5. Donc non, je m'attends pas du tout à ça et je préfère me focaliser sur le mariage d'Alexis de Sarre à la trêve hivernale, à la trêve internationale pour passer mon week-end avec mes amis. Lui peut peut-être accepter que vous n'y allez pas si jamais Didier Deschamps fait une conférence de presse. Je pense qu'il acceptera peut-être. Bon, on va terminer là-dessus. On aurait pu vous écouter et parler pendant des heures, mais on a un timing à respecter. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Paraît-il. Voilà, paraît-il. En tout cas, merci beaucoup, Jean, d'avoir
partagé ce moment avec nous et Ouais, vous êtes ouvert comme ça, c'est très intéressant. Ouais, c'était génial. J'ai passé un super moment avec vous et là, c'est comme disait Loïc Lapoussin précédemment, j'ai passé un super moment à m'ouvrir aussi à vous. Donc c'était génial. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Jean. Merci Séverine. Merci à toi Jérémy et nous on se revoit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.